Voilà le rayonnement et l'influence considérable de Simone de Beauvoir. Que reste-t-il aujourd'hui de son œuvre, de ses combats, de ses idées? Elle avait, on l'a vu, ses contradictions intérieures, sa part d'aveuglement aussi, notamment sur la politique. Que faut-il en comprendre? Et puis, le féminisme a beaucoup changé depuis Simone de Beauvoir. Est-ce qu'elle se reconnaîtrait dans celles qui, aujourd'hui, ont repris le flambeau? Ce sont quelques-unes des nombreuses questions avec lesquelles nous laisse ce film Beauvoir, l'aventure d'être soi, signé Fabrice Gardel et Mathieu Wechsler. Et pour approfondir, à présent, j'accueille sur ce plateau Elisabeth Philippe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Obs, notre partenaire sur cette émission. Bonjour à vous, Françoise Pic. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de l'histoire du féminisme. Vous avez enseigné à l'université Paris-Dauphine et je précise que vous avez croisé la route de Simone de Beauvoir. Vous nous en direz plus. Bonjour Michel Caille. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de philosophie, ancien membre du comité de rédaction des Temps modernes. Et avec nous également à distance Peggy Sastre. Bonjour. Bonjour. Journaliste et essayiste. Alors, toute première question, une première réaction, Elisabeth Philippe, ce portrait de Simone de Beauvoir, on se dit, c'était une femme de son temps, peut-être même toujours en avance sur son temps. Oui, ça très certainement, très en avance sur son temps. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce documentaire, c'est que Simone de Beauvoir n'est pas immédiatement présentée par rapport à Sartre, ce qui a longtemps été le cas. Et Sartre, dans ce film, arrive relativement tardivement, puisqu'on se souvient, et d'ailleurs c'est précisé dans le film, on l'a surnommée la grande Sartreuse, Notre-Dame de Sartre. Enfin, elle a été continuellement présentée dans l'ombre de Sartre, voire considérée comme son inférieure, notamment sur le plan philosophique. Et là, je pense que ce rapport-là est en train de s'inverser. En tout cas, on réévalue complètement l'œuvre de Simone de Beauvoir. Et ça, c'est un point que j'ai particulièrement apprécié dans le documentaire. François Pic, vous êtes d'accord? Simone de Beauvoir a sa juste place dans ce film? Oui, puisque c'est un film qui est centré sur elle. Sur la question que vous posiez, en avance sur son temps, c'est clair. Le deuxième sexe est paru en 1949 et c'est resté... Même si ça a eu un succès très très important, c'est quand même resté sans effet politique. Et il a fallu quand même une génération après pour que le mouvement féministe des années 60 et 70 soit le prolongement dans les faits de la pensée de Simone de Beauvoir. Alors, on va avoir l'occasion de parler de ce livre, le deuxième siècle, qui est effectivement qui a eu une influence considérable. Michel Caille, peut-être, ce qui est intéressant dans ce film, c'est le fait qu'on se rend compte qu'elle a non seulement changé la vie des femmes, mais surtout peut-être les rapports, les relations entre les hommes et les femmes. Oui, certainement. Et je voudrais dire mon accord avec ce que disait Elisabeth Philippe. Ça me paraît très important de réévaluer la relation Sartre-Beauvoir. Et notamment, alors, c'est un peu une spécialisation professionnelle, mais notamment sur le plan philosophique. Et c'est en fonction de ses engagements et de ses partis pris philosophiques qu'elle a pu aider à changer les relations entre les hommes et les femmes. Peggy Sastre, un mot de réaction sur ce que nous venons de voir, sur ce film. Une Beauvoir, au fond, révolutionnaire? Révolutionnaire, oui, mais je dirais pas dans le bon sens du terme, parce que une des choses qui m'a frappée, et effectivement ce film est très bon à mon avis. C'est une personne qui est en fait noyée dans son idéologie. C'est d'ailleurs très intéressant. À un moment, il y a un petit parallèle avec son éducation religieuse. J'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, ce que je retiendrai de ce documentaire, c'est ses incohérences, qu'elle soit une personnalité comme ça très contrastée, son aveuglement politique. Elle a quand même pas su sentir le nazisme. Elle a encore moins su sentir le communisme, comme si elle était en fait tellement centrée sur l'oppression des femmes que les deux plus grosses idéologies les plus oppressives du XXe siècle, elle les loupe. Et donc ça, c'est très très important, je trouve. Alors tout ça, on va vraiment avoir l'occasion d'approfondir ces sujets-là, parce qu'effectivement, incohérence, contradiction, d'où est-ce que ça vient? On va en parler. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans le film, et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'effectivement, on va parler de son envergure intellectuelle, mais elle parle de choses très concrètes. Elle parle de choses, elle parle de la vie des femmes, et notamment de ces femmes qui lui écrivent. Oui, c'est pas pour rien que elle se rattache à la philosophie existentialiste. Donc tout part de la vie, de l'existence. Et une récente biographie que lui a consacrée une autrice britannique, je crois, qui s'appelle Kate Kirkpatrick, montre à quel point finalement la vie... En fait, ce qui fait que Beauvoir continue d'inspirer des gens et d'être une référence, c'est autant son œuvre que sa vie, qui était vraiment une philosophie en acte. Et je pense que c'est ça aussi qui permet, qui rend
rend un peu sa pensée accessible, c'est qu'elle en est elle-même l'incarnation de cette émancipation, de cette liberté. Elle prouve en acte que c'est possible de faire sauter les carcans de l'oppression, de la domination masculine, de l'oppression patriarcale. C'est ce qui en fait qu'elle est accessible, mais aussi crédible et légitime ? Certainement, oui. Faut qu'on parle maintenant quand même de ce livre dont il est beaucoup question dans le film, Le Deuxième Sexe, qui sort en 1949. Là-dessus, Michel Caille, je voudrais que vous rebondissiez sur ce que disait tout à l'heure Françoise Pic. Il a fallu du temps, beaucoup de temps, peut-être une génération, 2 générations, pour que ce livre infuse vraiment dans la société française. Oui, sauf qu'en même temps, il y a quand même un accueil immédiat assez enthousiaste. Mais ce qui me semble très important, c'est que c'est vraiment un grand livre philosophique. Je crois que j'insiste là-dessus. C'est un grand livre philosophique. Et il y a, à ce moment-là, vous voyez, dans la moitié du XXe siècle, il y a 4 grands livres. Il y a L'être et le néant de Sartre, il y a La phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, et il y a Les structures élémentaires de la parenté de Lévi-Strauss. Et à côté de ces 3 livres, il y a celui de Beauvoir, et elle maîtrise les trois autres. Et alors, ce qui est quand même très important, c'est que quel est l'ouvrage philosophique qui a eu une telle influence ? Parce qu'à la fois, c'est un ouvrage de grande qualité philosophique et qui va avoir une influence, comme il était dit, dans l'existence de nombreuses femmes. Ça me semble très important de le souligner. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a tendance à considérer, vu d'aujourd'hui, en 2021, que c'est un livre militant, mais c'est d'abord, selon vous, un livre de philosophie, une somme. Absolument, oui. Et le parti pris, pour aller très vite, c'est le parti pris de l'antinaturalisme, et moi je préfère d'ailleurs dire l'anaturalisme, c'est-à-dire le A privatif, parce que en fait, c'est ce point de départ-là qui permet à la fois la rencontre avec les lectrices. C'est extraordinaire cette rencontre, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous voyez, c'est un pavé, hein, et il y a des lectrices qui se reconnaissent, qui se l'approprient, qui vont en faire ensuite le moyen d'un engagement collectif. Alors, donc il y a cette... Oui, pardon. Non, je disais, parce que je disais, on a tendance à le considérer comme un livre militant, mais est-ce qu'elle le considérait comme ça, Françoise Pic ? Pas du tout. Quand on lit Le Deuxième Sexe, il est très clair que Simone de Beauvoir ne se reconnaît pas comme féministe à ce moment-là. Au contraire, puisqu'elle considère, quand elle parle, elle a une assez bonne connaissance de l'histoire du féminisme, mais en même temps, elle dit, elle ne se reconnaît pas dans l'affiliation, elle considère que le féminisme n'a jamais constitué un mouvement autonome, et elle ne pense pas que ça soit jamais le cas. Elle a des comparaisons sur les femmes n'ont jamais formé un collectif comme les ouvriers des usines, les juifs des ghettos, les noirs des plantations, etc. Elles sont dispersées parmi les hommes. Donc elle a une vision effectivement philosophique et dans laquelle le féminisme, elle dit le féminisme a fait couler beaucoup d'encre. C'est terminé, n'en parlons plus. Ouais. Mais on en parle encore. Ouais. Et on en parle encore aujourd'hui. Et voilà. Et donc après, elle reprend. Et dans cette introduction du Deuxième Sexe, on a l'impression qu'elle pense qu'elle clôt une histoire qui est terminée. Et elle ne réalise pas à quel point elle en ouvre une nouvelle. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que dit Elisabeth Badinter dans le film. Elle dit elle ouvre les portes de la prison avec ce livre. Absolument. Oui, mais c'est vrai que c'est amusant de relire l'introduction du Deuxième Sexe aujourd'hui, puisqu'elle commence par cette phrase, je crois, en disant que la querelle du féminisme est close. Donc c'est assez amusant quand on voit à quel point ce livre, effectivement, est une matrice, en fait, pour le féminisme à venir et le féminisme contemporain. Et pour toute la société, là-dessus, Peggy Safre, j'aimerais bien vous entendre, parce qu'on a l'impression que ce combat ouvert par Simone de Beauvoir, il est en quelque sorte aujourd'hui, non pas terminé, mais gagné au moins dans les sphères, on va dire, des décisions, les sphères politiques, les sphères d'influence. Est-ce que c'est votre sentiment ou pas ? Oui, je dirais que les grands combats ont été gagnés. Et un détail intéressant qui n'est d'ailleurs pas souvent rappelé chez Simone de Beauvoir et notamment dans le film, c'est qu'elle a même un chapitre de son livre, c'est le chapitre 8 de la deuxième partie du tome 2 du Deuxième Sexe, et qu'elle consacre aux prostituées et taïrs.
et qui, à mon sens, est l'un des passages les moins datés, de tout son livre, étaient justement ces femmes émancipées par l'argent, parce qu'il y a tous ces développements chez elles qui aussi, là aussi, restent beaucoup tout à fait d'actualité, qui est quand on a l'indépendance financière, on a à peu près tout gagné au niveau féministe. Et justement, pour reprendre le fil de la conversation, ce qui reste aujourd'hui, à mon sens, à gagner, qui n'est justement pas gagné, c'est toute la question de la prostitution, les droits des prostituées, etc. Donc c'est ça que je suis redevable à Simone de Beauvoir de l'avoir mis en lumière, alors que justement aujourd'hui et même à l'époque on avait tendance à pas le mettre en avant. Et juste un dernier point, moi j'ai été beaucoup frappée dans le documentaire, en fait, à la réception du deuxième sexe. Comment elle se fait chambrer, parce que justement on dit qu'elle parle de choses, des règles, voilà, tout le monde connaît le vagin de Simone de Beauvoir, etc. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup fait penser à un autre grand livre du début du XXIe siècle, qui est La vie sexuelle, voilà, qui est La vie sexuelle de Catherine M. par Catherine Millet. Et la réception des deux livres sont très très comparables, parce que voilà, on va pas en parler, mais La vie sexuelle de Catherine M, pour moi, c'est un très grand livre. Et pareil, elle s'est fait chambrer par ses compagnons de route, etc., en disant oui, c'est trop prosaïque, etc. Et le parallèle, je trouve, est très très frappant. Il y aurait beaucoup de choses à dire, notamment sur effectivement la question du privé qui devient en quelque sorte public et politique. Quand même, cette question qui vous faisait réagir tout à l'heure, ce combat de Simone de Beauvoir, notamment celui qu'elle présente dans le deuxième sexe, est-il gagné ou pas, selon vous? Alors, il est évident que depuis 1949 et la publication du deuxième sexe, la condition des femmes s'est grandement améliorée, qu'il y a beaucoup de combats qui ont été gagnés et de choses qui ont changé plutôt en mieux, et c'est heureux, évidemment. Après, dans ce qui constitue la structure et le cœur même de la pensée de Beauvoir développée dans le deuxième sexe, moi je pense qu'il y a des éléments qui ne sont pas encore entendus et compris. Et notamment, une des grandes thèses de ce livre, c'est qu'elle veut lutter contre cette idée qui est en fait au cœur de la domination masculine, qui est que l'homme a toujours été présenté comme l'universel et la femme comme l'autre. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase prononcée par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, où il disait « Je suis profondément féministe car je crois en l'altérité et l'autre de l'homme, c'est la femme ». Donc là, on peut dire que, par exemple, notre président de la République n'a pas compris la Beauvoir. Et je pense que ce débat, il est fondamental et il fait partie des débats majeurs en ce moment, quand on parle de l'universel, de la neutralité. Enfin, ce sont vraiment des débats qui sont encore extrêmement actuels. Un mot rapide sur ce sujet-là, Françoise Pic. Oui, je pense que quand elle dit le combat, en gros, nous avons gagné la partie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les revendications des féministes, ce qu'on appelle la première vague, c'est-à-dire l'égalité des droits, c'est acquis, c'est inscrit dans la Constitution, etc. Mais le problème, c'est comment ça va passer dans la réalité. Et là, elle a cette phrase par rapport à l'égalité qui est tout à fait... Elle change complètement la conception qu'on peut avoir de l'égalité. Elle dit... elle commence par reconnaître le fait que les hommes et les femmes ne sont pas égaux. C'est-à-dire qu'il faut s'entendre sur ce qu'on entend par égalité. Elle dit quand un individu ou un groupe d'individus est maintenu en situation d'infériorité, le fait est qu'il est inégal. Et c'est ça qu'il faut changer. Donc cette exigence-là, de changer qu'est-ce que c'est que l'égalité et d'en faire donc ce combat-là, celui-là, il n'est pas gagné. Mais le fait de l'avoir posé, c'est déjà une étape extrêmement importante. Dernière question sur ce livre, Michel Caille, puisque c'est dit par l'un des interlocuteurs qu'on a entendu dans le film, François Noudelman. Vous diriez, vous aussi, que c'est un livre pour les hommes, le deuxième sexe? C'est aussi à lire, et c'est plein d'enseignements pour les hommes. Et moi, je pense, évidemment, je ne suis pas très bien placé pour le dire, mais je pense que le combat est loin d'être gagné, notamment parce que, disons que dès que le mouvement des femmes, le mouvement féministe, relâche sa pression, il y a un retour de bateau, et ça veut dire qu'il est difficile d'inscrire le thème de l'égalité, d'autant plus que
réclamer les mêmes droits que les hommes, c'est s'inscrire dans le système patriarcal. Donc en fait, il faut redéfinir l'égalité. Et c'est pour ça que cette redéfinition d'égalité, elle se fera si les hommes acceptent aussi d'entrer dans un autre type de relation. Je rappelle d'ailleurs la phrase qu'évoquait tout à l'heure Peggy Sastre et qui est citée dans le film, cette phrase très célèbre: « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. » C'est une phrase que Beauvoir prononce d'ailleurs lorsqu'elle va aux États-Unis, c'est rappelé dans le film. Et d'ailleurs, ça nous amène à un point que je voudrais évoquer avec vous, qui est voilà, Simone de Beauvoir, la femme, non pas l'intellectuelle, mais voilà, la femme, parfois passionnée. Et je voudrais qu'on s'arrête sur un des moments qui est très touchant, très émouvant et parfois un peu déconcertant dans le film, c'est cet épisode de sa vie où elle tombe éperdument amoureuse de l'écrivain américain Nelson Algren. Et je voudrais qu'on en parle parce que ce n'est pas anecdotique. Regardez. C'est la naissance d'un amour fou. On découvre une Simone de Beauvoir presque midinette. Elle montre un autre aspect de sa féminité et peut-être de ses désirs qui n'étaient pas satisfaits à Paris. Ils s'écriront des lettres brûlantes. On a beaucoup glosé sur le fait que dans sa correspondance avec Nelson, elle lui dit ah ben j'aimerais être ta petite femme d'intérieur et je suis ta petite grenouille d'amour et un truc un peu minaudant. On dit ah bah vous voyez la grande féministe, etc. Elle voudrait être auprès de lui pour lui faire la cuisine, pour lui blanchir son linge, qu'elle peut plus se passer de lui, que c'est un manque terrible, qu'elle pleure. Voilà, là on a vraiment besoin de comprendre parce que j'aimerais être ta petite femme d'intérieur. Il y a manifestement une contradiction avec le discours absolument révolutionnaire dont on parlait à l'instant. Écoutez, je ne sais pas, ce que j'ai lu même de l'échange de lettres entre Simone de Beauvoir et Nelson Algren et de ce qui se passait quand elle était là-bas, elle ne lui faisait pas du tout la cuisine, elle ne faisait pas du tout le ménage et elle était furieuse parce que le chat lui griffait ses bas. Elle ne s'est jamais comportée effectivement de cette façon-là. Elle a pratiquement, je ne sais pas comment, alors on parle de Nelson Algren, on pourrait parler aussi d'un autre amour contingent, comme disait le pacte, mais qui quand même a eu beaucoup d'importance dans la vie de Simone de Beauvoir, c'est sa relation avec Claude Lanzmann, avec qui elle a vécu quand même 8 ou 9 ans, et elle a vécu avec lui, alors qu'elle n'a jamais vécu avec Sartre. Et je ne pense pas qu'elle lui ait jamais fait la cuisine non plus. Chez Simone de Beauvoir, elle mangeait au restaurant de façon permanente. Hein. C'est pas, elle avait vraiment décidé que ça ne faisait pas partie de son univers. En revanche, la relation avec Nelson Algren, qui était une relation passionnelle, était certainement une relation physique de beaucoup plus importante que la relation permanente et éternelle et importante et fondamentale avec Sartre. Et voilà. Sur cette contradiction apparente, en tout cas, Elisabeth. Mais comme le fait remarquer Titu Lecoq dans le documentaire, quand Nelson Algren demande à Simone de Beauvoir de venir vivre avec lui aux États-Unis, elle refuse parce que ce qui passe devant, ce qui passe avant tout, c'est le travail. Parce que certes, on peut voir une contradiction, mais quand même, ce qui est la ligne rouge, le fil rouge de la vie de Simone de Beauvoir, c'est le travail. Moi, c'est ça qui me subjugue, qui me fascine dans sa vie, c'est cette force considérable de travail, cette force de la volonté. Et ce qui est intéressant dans la biographie dont je parlais tout à l'heure de Kate Kirkpatrick, c'est qu'il y a quand même une distinction entre les mémoires de Simone de Beauvoir, où finalement elle accorde une place très peu importante à Nelson Algren, et puis les correspondances qui laissent comprendre que la relation était bien plus passionnelle que ce qu'elle en dit dans ses mémoires. Et la biographe Kate Kirkpatrick avance cette hypothèse, c'est que pour rendre son scandale plus tolérable par les lecteurs de l'époque, Simone de Beauvoir a consciemment minimisé ses relations extra-conjugale, entre guillemets, enfin hors du pacte, pour que ça soit plus acceptable, pour montrer qu'elle était la femme d'un seul homme, Sartre. Je voudrais qu'on parle aussi d'un autre aspect qui est évoqué dans le documentaire, et vous en avez dit un mot, Peggy Sastre. On peut avancer un peu plus en profondeur sur son aveuglement, sur le stalinisme, sur Mao aussi.
D'où vient, selon vous, Peggy Sastre, cet aveuglement qui, effectivement, rétrospectivement, peut paraître extrêmement choquant? Je voudrais juste pointer un point qui m'a beaucoup intéressé dans le documentaire, justement, avec Algren, c'est son changement physique. Oui. Elle est en robe, elle est en cheveux, après, évidemment, c'est sans doute une sélection du documentaire, etc., mais c'est vraiment... C'est quelque chose que je voulais souligner. Oui, son aveuglement idéologique. Et d'ailleurs, c'est bien de faire le lien avec la relation avec Algren, parce que aussi, le passage où on parle de la relation avec Algren, c'est un passage où, à mon sens, elle devient humaine. Elle devient humaine. C'est-à-dire qu'elle était inhumaine avant. Non, mais justement, elle a une épaisseur qui n'est pas seulement idéologique. C'est intéressant ça, parce qu'effectivement, quand on la voit dans le film, par moments, on se dit, voilà, il y a quelque chose d'idéaliste chez elle, voire d'idéologue, qui explique... Il y a un truc moins de soldat, quoi. Il y a vraiment un... même à la limite du fanatisme, du dogmatisme, et c'est ça aussi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est très intéressant le lien qui est fait dans le documentaire entre... Elle a pris son éducation religieuse et elle a plaqué ça sur la politique, avec le côté très manichéen, il y a les gentils, il y a les méchants, mais c'est quelque chose en fait qui s'observe chez plein de personnalités qui sont très idéologiques, etc. Et de cette génération notamment. C'est intéressant ça, Michel Caille, peut-être un mot là-dessus, parce que dans le documentaire, il est dit que c'est sa haine de la société bourgeoise qui fait que le couple... Pour le coup, le couple Beauvoir-Sartre choisit son camp, c'est le fameux tout anticommuniste est un chien. Ouais. Vous diriez que cette haine de la bourgeoisie a contribué à l'aveugler, Michel Caille? Ça certainement, hein, mais disons que ça c'est une position de départ et c'est ce qui va lui permettre aussi toute cette évolution. Sur l'engagement politique, j'aimerais dire juste une petite chose, c'est que en fait, il y a une rupture, aussi bien pour Sartre d'ailleurs que pour Beauvoir, c'est mai 68. C'est-à-dire que précédemment, ils sont sollicités, et surtout Sartre d'ailleurs, à ce moment-là, Beauvoir reste un peu en retrait, ils sont sollicités en tant qu'intellectuels et on leur demande finalement d'intervenir dans un champ politique qui est déjà entièrement défini. Alors qu'à partir de 68, c'est là où l'évolution de Beauvoir va être très importante, c'est parce que, et celle aussi de Sartre, c'est-à-dire qu'ils vont devenir réellement, disons, des militants, c'est-à-dire que là, ils vont vraiment s'engager, Sartre du côté maoïste et Simone de Beauvoir du côté féministe. Et alors, chez elle, c'est une rupture importante parce que la fin du deuxième sexe, c'est confier l'émancipation des femmes à la révolution socialiste, alors qu'ensuite, il n'en est plus question. L'émancipation des femmes sera l'œuvre, comme disait l'autre, des femmes elles-mêmes. Voyez, c'est-à-dire que tout d'un coup, elle dit il n'y a qu'un seul féminisme, c'est le féminisme radical, et ce féminisme radical a pour condition l'autonomie de la lutte des femmes. Alors là, vous m'offrez une transition toute trouvée avec le sujet qui va nous occuper jusqu'à la fin de cette émission, l'héritage aujourd'hui de Simone de Beauvoir, parce que je le disais en présentant cette émission, on est face à un paysage féministe qui est bouleversé évidemment depuis maintenant plusieurs décennies, mais particulièrement ces dernières années, des femmes qui se divisent sur la cause des femmes. Comment, Élisabeth Philippe, évidemment c'est difficile de faire parler les morts, mais comment est-ce que Simone de Beauvoir contemplerait ce paysage aujourd'hui selon vous? Alors déjà, le féminisme a toujours été divisé. Il y a toujours eu des féminismes et ça, elle le rappelait vraiment. Il y a une interview que j'ai relue récemment quand j'ai préparé le dossier de l'Obs sur le manifeste des 343, dans lequel Simone de Beauvoir a joué un rôle extrêmement important, un rôle central. C'est une interview de 1972 qu'elle a donnée à la journaliste allemande Alice Schwarzer dans le Nouvel Observateur à l'époque. Et elle explique effectivement ce qu'a dit Michel Caille, que le mai 68 a vraiment constitué une rupture et dans son engagement féministe, qu'elle ne l'était pas avant et qu'elle l'est devenue. Donc c'est quand même assez intéressant de ce point de vue-là. Ensuite, vous me posiez la question de son héritage. Quelqu'un comme Virginie Despentes, par exemple, qu'on peut voir comme l'incarnation aujourd'hui du féminisme contemporain, la cite dans King Kong Theory. Elle reprend notamment la phrase du deuxième sexe dans laquelle Simone de Beauvoir dit que le vrai féminin est un produit, une production artificielle. Donc elle est reprise. Il y a énormément de livres qui paraissent écrits par des jeunes auteurs et autrices
Donc je pense qu'elle reste une figure très très importante pour le féminisme contemporain. Ensuite, où est-ce qu'elle se situerait? Moi, j'avais fait une interview de sa fille adoptive, Sylvie Lebon de Beauvoir, il y a quelques temps. Et encore une fois, c'est difficile de faire parler les morts, mais Sylvie Lebon de Beauvoir me disait, Simone de Beauvoir aurait été du côté de MeToo, sans l'ombre d'un doute. Elle aurait été du côté de MeToo. Françoise Pic? Oui, elle aurait été du côté de MeToo, c'est évident. Et ceci dit, on ne peut pas faire parler les morts, comme vous dites, mais par contre, il y a beaucoup de vivantes qui se réclament de la morte. Et c'est difficile. Simone de Beauvoir. Oui. C'est difficile de les départager parce que parmi celles qui ont été les plus proches de Simone de Beauvoir, les positions actuelles sont absolument opposées. Donc, parmi ce qu'on pourrait appeler le premier cercle autour de Simone de Beauvoir, on va avoir Anne Zelensky d'un côté, on va avoir Christine Delphi vraiment de l'autre. Et je rappelle que ce sont des femmes que vous aussi, d'ailleurs, vous avez côtoyées. Et donc, aujourd'hui, elles sont profondément absolument divisées. Et du point de vue théorique, je dirais, je pense qu'il y a une évolution à partir de la pensée de Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient, on le sait. On a l'impression que cette phrase-là, c'est la totalité. Mais il faut interpréter les choses. Et à partir de là, il y a toute une évolution théorique qui va... c'est pas MeToo qui est pas MeToo, c'est la pratique. Mais dans la théorie, on est parti de là pour faire le gender et le queer. Et donc cette filiation-là se réclame de Simone de Beauvoir. Moi, je pense, c'est ce que j'ai écrit dans mon dernier article sur Simone de Beauvoir, je pense que Simone de Beauvoir n'aurait pas été jusque-là. Pour l'effacement des genres, pour le dire de manière un peu à gros traits. Oui. Elle n'aurait pas été pour... elle dit si on n'avait pas la féminité, on ne serait pas complètement humaine. Il faut avoir... on ne peut pas se dissoudre totalement. Voilà. Alors c'est un débat évidemment qui est passionnant, qu'on ne va pas ouvrir là dans les dernières minutes de l'émission, mais peut-être là-dessus, Peggy Sastre, effectivement, c'est cette division des féministes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Françoise Pic, et est-ce qu'elle a écrit dans un article, Beauvoir n'aurait sans doute pas été du côté du combat gender? Ça me paraît assez logique de penser ça. Moi, je pense qu'à de Beauvoir, on peut lui opposer une phrase en fait qui est dans Fausse route d'Elisabeth Badinter et qui dit tout militantisme se heurte à une difficulté qui est de prendre en compte la diversité de la réalité. Et ça, c'est quelque chose qui correspond bien à la pensée de Beauvoir, qui reste, selon moi, trop totalitaire et justement trop aveugle à la diversité et notamment des femmes. Est-ce que, Michel Caille, comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce qui peut apparaître comme un angle mort, effectivement, de la pensée de Beauvoir, qui est peut-être un peu trop... qui prend tout d'un bloc, le féminisme d'un bloc? Là, je suis quand même très étonné parce qu'on peut au contraire tirer des partis pris philosophiques existentialistes toute une conception de la singularité. Donc, ce n'est pas effectivement la diversité au sens du relativisme, etc., mais c'est qu'au bout du compte, la véritable émancipation, c'est lorsque sera possible l'expression de la singularité. Donc, on va encore au-delà, si je puis me permettre, de la diversité. Je voudrais terminer parce qu'en préparant l'émission, je me suis livré un petit exercice. J'ai cherché combien il pouvait y avoir en France de lycées Simone de Beauvoir. Il n'y en a pas tant que ça. Et j'ai été frappé aussi du fait que Simone de Beauvoir ne figure pas systématiquement dans les programmes scolaires, que ce soit la philo ou la littérature. Deux questions. Comment est-ce que vous expliquez ça? Et deuxièmement, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elle soit un peu plus enseignée, puisque je rappelle qu'on parle quand même, selon Michel Caille, d'un des auteurs d'un des 4 livres de philosophie les plus importants pour la France au XXe siècle. Françoise Pic. Pourquoi est-ce que le nom de Simone de Beauvoir n'est pas donné de façon... Mais parce que je pense qu'elle a gardé, du moment où elle a écrit Le deuxième sexe et de sa participation au féminisme des années 70, quand même une image très, très contestataire. Trop subversive? Subversive, avec en plus les positions qu'elle a prises en dehors de ça, si on pense au manifeste des 121 contre la guerre d'Algérie. Enfin, elle a quand même toujours été... alors maintenant, on pense... Sartre et Beauvoir sont
font partie de l'héritage commun, mais il y a quand même, je pense, toujours eu le fait qu'ils faisaient partie, enfin qu'ils ont été des contestataires extrêmement importants, et que voilà, ils sont toujours un petit peu... Ils le sont toujours, voilà. Elisabeth Philippe, oui, et ce qui est étonnant, c'est qu'elle a été beaucoup plus lue et certainement étudiée, notamment aux États-Unis. Oui. Il y a des universités, en tout cas des chaires qui portent son nom, notamment de Gender Studies. Donc ça, c'est peut-être un contresens, mais en tout cas, ça existe. Et là, il y a un retard français. Donc c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'elle a eu peut-être plus de vrais lecteurs et lectrices aux États-Unis qu'en France. Peut-être que le mouvement va revenir, comme ça arrive parfois, effectivement. Mais on dit toujours qu'on a importé le féminisme américain, mais là, en l'occurrence, c'est Simone de Beauvoir qui a été exportée aux États-Unis. Ouais. Merci beaucoup. Il y aurait eu encore beaucoup à dire sur Simone de Beauvoir, sur ce film que nous avons regardé ensemble. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission en partenariat avec l'Obs et avec Marie-Claire. Quelques conseils de lecture. D'abord, votre livre, Françoise Pic, Libération des femmes, 40 ans de mouvement. C'était paru il y a une dizaine d'années aux éditions Dialogue. On peut aussi renvoyer à votre site françoisepic.fr parce qu'il y a beaucoup de documentation passionnante sur cette question-là. Votre livre, Michel Caille, Simone de Beauvoir, philosophe, paru aux presses universitaires de France. Je rappelle également le titre de votre dernier livre, Peggy Sastre, La haine orpheline, paru chez Anne Carrière. Et puis un coup d'œil à la une de l'Obs de la semaine. On parle d'une autre femme d'ailleurs, de Naomi Klein, l'intellectuelle de combat. Voilà, une autre figure intellectuelle de notre temps. Merci infiniment à chacun et à chacune d'entre vous de nous avoir suivis. Et à très bientôt sur Public Sénat.